That first. Good evening and welcome. Bonsoir et bienvenue. Welcome to our Bienvenue à notre Assemblée générale annuelle de 2012. Je m'appelle Marilyn Quinn et je suis présidente du Conseil des fiduciaires
du régime de pension de retraite des services publics du Nouveau-Brunswick. Nos réunions se déroulent en divers endroits de la province et ce soir, il nous fait plaisir d'être ici à Bathurst. Merci d'être des nôtres si vous êtes ici même dans la salle et encore merci à ceux qui nous écoutent en ligne. D'abord, permettez-moi de faire quelques petites annonces. Les présentations de ce soir seront faites en français et en anglais et nous avons les services d'interprétation simultanés dans les deux langues. Maintenant, pour ceux qui sont ici même dans la salle, si vous avez besoin de traduction simultanée, il y a des récepteurs à la table des techniciens. Je vous encourage à vous procurer un récepteur maintenant. Et pour ceux qui sont en ligne, eh bien, vous avez le choix de choisir la langue de votre choix, comme vous le voyez à l'écran, en cliquant sur la langue de votre choix, justement. La rencontre de ce soir est enregistrée et la bande vidéo se retrouvera sur le site web de du régime de pension dans les prochaines semaines. Je tiens à vous faire remarquer également que le rapport 2017, le rapport annuel de 2017, est disponible en copie papier et il est aussi disponible à l'adresse suivante, vestcor.org/NBPSPP. Avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter les gens qui sont ici à l'avant avec moi. D'abord, nos présentateurs. Yves Plourde, il est partenaire chez Morneau Shepell. Il travaille au secteur actuariat. Il nous donnera le détail de l'évaluation la plus récente. À ses côtés, il y a John Sinclair, PDG de Vestcor, et il s'agit de l'administrateur du régime de retraite. John nous donnera un aperçu général des placements ainsi que des résultats des services administratifs touchant notre régime pour 2017. Deuxièmement, j'aimerais vous présenter nos fiduciaires. Les fiduciaires qui siègent au conseil d'administration. D'abord, Leonard Lee White. Il est vice-président du conseil. Il est analyste financier agréé et il est également sous-ministre adjoint division du Trésor et il compte plusieurs années d'expérience dans les placements des fonds des caisses de retraite et dans la gestion du risque également. Denise Pinette est comptable professionnel certifié. Elle travaille présentement à titre d'agent de liaison financière du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Catherine Greenbank est membre à la retraite du syndicat du RRSP. Et Catherine est comptable professionnel certifié qui a travaillé également chez Service Nouveau-Brunswick. Elle a également travaillé dans plusieurs autres cabinets importants à travers le Canada. Il y a Ross Galbraith, qui est directeur des affaires de la section locale 37 de la Fraternité des ouvriers en électricité. Et il a également été le représentant du Canada au sein du Conseil international de ce même syndicat et aussi fiduciaire pour le fonds de retraite de ce syndicat. Il y a Sébastien Deschênes. Il est doyen de la faculté d'administration de l'Université de Moncton et professeur en comptabilité. Sébastien est un analyste financier certifié et un comptable certifié également et a beaucoup d'expérience en auditing. Suzy Proudaigle est présidente du syndicat des employés du Nouveau-Brunswick. Suzy est également fiduciaire et siège à d'autres conseils d'administration de régime de retraite. Elle est également vice-présidente du syndicat national des employés publics et privés du Canada. Odette Robichaud est sténographe et présidente de la section locale SCFP 1830 et du bureau régional du SCFP et membre du bureau de direction des sections locales du SCFP. Il y a aussi Leigh Prague, qui est avocat, diplômé de l'Université du Nouveau-Brunswick. Il est là pour donner les conseils en matière légale et il fait partie de différents comités aussi. Bill Murray, qui vient tout juste de se joindre à titre d'observateur, ça remonte en mars de cette année. Il est surveillant des établissements, travaille au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et président de la section locale 5017 du SCFP.
Parmi les fiduciaires qui n'ont pas pu être ici ce soir en raison d'un engagement précédent, il y a Marc Godette, qui est sous-ministre adjoint, responsable des services stratégiques du ministère des Transports et des Infrastructures. Marc compte une longue expérience en matière d'administration des régimes de retraite et en matière de politique régissant les pensions. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Marilyn Quinn. Je suis une infirmière immatriculée à la retraite et présidente sortante du syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick, et j'ai occupé ce poste pendant 12 ans. Je suis fiduciaire depuis 5 ans maintenant, et je suis également fiduciaire au conseil d'administration du régime de pension à risque partagé. Comme vous voyez, il y a des antécédents très diversifiés qui assurent la force de notre conseil d'administration. Et c'est important également de signaler que chacun d'entre nous a été nommé au sein de ce conseil par le gouvernement provincial et les syndicats suivants, notamment le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, le syndicat des employés du secteur public et privé, la section locale 37 de la Fraternité des ouvriers en électricité et du syndicat canadien de la fonction publique. Et plusieurs d'entre nous sont membres du régime de retraite également. Et même si nous avons été nommés par ces groupes dont je viens de faire mention, chacun d'entre nous doit toujours agir dans le meilleur intérêt du régime et de ses membres, de ses participants. Et tout ça en s'occupant également de l'administration des régimes. Le défaut de faire ce travail pourrait entraîner des mesures disciplinaires et même la révocation de notre nomination. Pour en savoir plus sur nos antécédents, eh bien, vous pouvez lire nos biographies dans le rapport annuel ou encore consulter le site web de VestGore. J'aimerais maintenant passer à notre première présentation, mais un petit rappel, si vous avez des questions, on vous demande d'attendre à la période de questions-réponses pour les poser, et ce sera Suzy Prodaigle qui animera cette partie de la soirée. J'aimerais maintenant accueillir Yves Plourde qui nous présentera les résultats de l'évaluation actuarielle 2017. Cette évaluation actuarielle, c'est une évaluation qui se fait annuellement pour déterminer la situation financière de notre régime. Yves nous donnera également certains détails pour nous expliquer un petit peu comment est composé les prestations versées aux membres, c'est-à-dire leur propre quote-part, celle de l'employeur, et les revenus provenant des placements. Beaucoup, Marilyn. Good evening to you all. Bonsoir à vous tous. Je vais présenter en français ce soir. Cependant, si vous avez des questions en anglais lors de la période des questions, ça me ferait plaisir de vous répondre en anglais. Mon nom est Yves Plourde. Je suis actuaire chez Morneau-Shepell. Ça me fait grand plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter les résultats de l'évaluation actuarielle la plus récente du régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick au 1er janvier 2018. Je vais vous fournir les différents points saillants de l'évaluation, en commençant par un résumé de la participation au régime, une revue brève des actifs du régime, les principales hypothèses économiques utilisées dans l'évaluation. Je vais aussi passer en revue le niveau de provisionnement, ainsi que les résultats des tests de gestion des risques que nous quantifions. Je vais prendre le temps de discuter de l'ajustement au coût de la vie qui a été accordé par les fiduciaires à compter du 1er janvier 2019. Comment cet ajustement vous affecte, soit en tant que retraité, mais aussi en tant que participant actif. Et enfin, je vais passer du temps à examiner comment les réductions pour retraite anticipée sont appliquées aux pensions accumulées de ceux qui prennent leur retraite avant l'âge de 65 ans. Pour ce qui est de la participation, le régime a un peu plus de 18 000 participants actifs qui contribuent actuellement au régime et accumulent du service. Les participants actifs gagnent en moyenne 69 000 $ par année et ont un âge moyen d'environ 47 ans. Le régime compte aussi approximativement 3 800 participants avec pension acquise différée qui n'accumulent plus de services dans le régime et qui n'ont pas encore commencé à recevoir une pension. Ces participants ont laissé leur argent dans le régime et vont commencer à percevoir leur pension quand ils auront atteint l'âge de la retraite. Le régime compte également un peu plus de 16 000 retraités qui reçoivent actuellement une pension mensuelle du régime. Ce nombre comprend également les survivants des retraités qui sont décédés.
Pour ce qui est des actifs du régime, le fonds de pension a commencé l'année avec des actifs de plus de 7,2 milliards de dollars. Les participants cotisent au régime en moyenne 8,25 % de leur salaire, ce qui a représenté environ 97,3 millions de dollars en 2017. Les employeurs contribuent 11,25 % de la masse salariale en cotisations régulières, ainsi que des cotisations temporaires supplémentaires de 1,25 % de leur masse salariale, pour un total de 12,5 % de la masse salariale, ce qui représente 146,5 millions de dollars en 2017. Les revenus de placement ont été de 559 millions de dollars, ce qui représente un taux de rendement de 7,81 % pour l'année. John parlera plus longuement de cette performance pour l'année 2017 dans ses remarques. Toutefois, d'un point de vue actuariel, c'est toujours un événement positif lorsque le rendement pour une année est plus élevé que le taux d'actualisation qu'on utilise pour calculer le passif. Le taux d'actualisation, comme nous le verrons plus loin, est de 4,75 % par année pour le régime. Donc, un rendement sur les placements de 7,8 % excède le taux d'actualisation d'environ 3 % pour 2017. Ce rendement supplémentaire sert à sécuriser davantage les prestations provenant du régime pour les générations actuelles et futures. Lorsqu'on soustrait le paiement des prestations de retraite d'environ 378 millions et les dépenses de 14 millions pour l'année, nous arrivons à une valeur marchande de l'actif de 7,65 milliards de dollars à la fin de 2017, donc une augmentation nette de l'actif du régime d'environ 400 millions de dollars pour l'année 2017. D'où vient chaque dollar de pension payable? Il est important de noter que les revenus de placement sont la plus importante source de fonds pour un régime de retraite typique. À long terme, 80 % des fonds utilisés pour payer des pensions proviennent des revenus de placement. 20 % restants provient des cotisations des participants et de l'employeur. Il est donc très important de veiller à ce que les revenus de placement soient générés de manière consistante, aussi consistante et sécuritaire que possible. Afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec la provision actuarielle ou son passif. La provision actuarielle, le passif représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. Pour calculer le passif, nous avons besoin de faire des hypothèses sur ce que l'avenir nous réserve concernant le régime. Les rendements futurs espérés, l'expérience de retraite, la mortalité future sont entre autres des items pris en considération afin de déterminer combien d'argent doit être mis de côté pour satisfaire aux prestations payables par le régime. Afin de calculer la valeur présente des prestations futures payables du régime, nous utilisons un taux d'actualisation de 4,75 % par année. Ce taux est une hypothèse très conservatrice des revenus de placement espérés pour le futur. En réalité, nous estimons que le régime sera en mesure d'atteindre ce niveau de revenu de placement de 4,75 % par année, plus de 75 % du temps. En moyenne, nous estimons que le régime peut espérer gagner environ 5,9 % par année à long terme. Donc, le niveau de conservatisme dans le taux d'actualisation nous assure que plus souvent qu'autrement, les placements du régime devraient générer des fonds supplémentaires par rapport à notre hypothèse de taux d'actualisation, comme ça a été le cas, en fait, pour au moins les 4 dernières années. Ces fonds supplémentaires générés par les revenus de placement en excédent de 4,75 % peuvent ensuite être utilisés pour sécuriser davantage les prestations payables par le régime et fournir des ajustements au coût de la vie dans le futur. Nous ne tenons pas en considération dans le calcul du passif les ajustements au coût de la vie qui peuvent être accordés par les fiduciaires dans le futur. Les ajustements futurs au coût de la vie sont accordés par les fiduciaires lorsque la situation financière du régime le permet et le coût de ces ajustements est seulement ajouté au passif une fois qu'ils sont accordés. Donc, en utilisant les principales hypothèses économiques que je viens de présenter, ainsi que d'autres hypothèses concernant l'âge estimé de la retraite et la mortalité, nous pouvons obtenir le passif du régime en projetant toutes les sorties de fonds estimées du régime pour les bénéfices accumulés à la date d'évaluation,
et en actualisant toutes ces sorties de fonds à aujourd'hui en utilisant le taux d'actualisation. Donc, le passif représente donc notre estimation de combien d'argent devrait se trouver aujourd'hui dans la caisse pour payer les prestations accumulées jusqu'à la date d'évaluation et pour toute la vie des participants. Lorsque vous comparez le passif et l'actif du régime, si les actifs sont supérieurs au passif, vous avez un excédent. Et au contraire, lorsque les actifs sont inférieurs au passif, vous avez un déficit. Dans le cas du régime, nous avons des actifs de plus de 7,6 milliards de dollars au 1er janvier 2018 et un passif d'environ 6,8 milliards de dollars, ce qui nous donne un excédent de 821 millions de dollars à la date d'évaluation. Cet excédent était d'environ 585 millions à l'évaluation précédente. Une des principales sources d'augmentation de l'excédent du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 provient du rendement de la Caisse de 7,8 % en 2017 par rapport à notre hypothèse. Le coût normal d'un régime de retraite représente le coût des prestations qui vont s'accumuler pour les participants actifs du régime au cours de l'année qui suit l'évaluation. Le coût normal pour le régime est de 12,4 % de la masse salariale. En revanche, les cotisations versées à chaque année par les participants et par les employeurs représentent environ 20,75 % de la masse salariale. Ceci veut dire qu'un total d'environ 8,35 % de la masse salariale est cotisé au régime en excédent du coût des prestations qui s'accumulent durant l'année. De la même manière que les rendements de la Caisse en excédent de notre taux d'actualisation nous donnent un coussin de sécurité, cet excédent de cotisation sur le coût normal est aussi utilisé pour renforcer la position financière du régime et la sécurité des prestations pour tous les participants et contribuera à fournir des ajustements au coût de la vie aux participants actifs et aux retraités dans le futur. Au cours des 15 prochaines années, il est prévu que le régime recevra environ 1,2 milliard de dollars de ces cotisations excédentaires qui serviront à renforcer la position financière et à fournir des ajustements au coût de la vie dans les années à venir. Une mesure financière importante dans le cadre du régime est le coefficient de capitalisation du groupe avec entrant sur 15 ans. Ce ratio est de 129,8 % au 1er janvier 2018. Les fiduciaires se fient sur ce ratio pour déterminer quelles mesures ils doivent prendre ou envisager de prendre chaque année lorsque les résultats de l'évaluation actuarielle sont disponibles. Ce ratio est donc utilisé pour déterminer si un ajustement au coût de la vie peut être accordé et combien peut être accordé. Le ratio sera aussi utilisé pour déterminer si les cotisations des participants et des employeurs doivent être maintenues au niveau actuel ou si elles doivent être réduites ou augmentées. Il sera également utilisé pour déterminer si les prestations des participants peuvent être maintenues ou si elles doivent être réduites. Afin de calculer le coefficient de capitalisation, la valeur marchande de l'actif est augmentée par la valeur des cotisations excédentaires qui devraient être reçues au cours des 15 prochaines années. La somme des actifs et de ces cotisations excédentaires est alors divisée par le passif pour obtenir le ratio. On pourrait dire que le ratio est un moyen rapide de déterminer où le régime pourrait être dans 15 ans si les hypothèses se réalisent. Au 1er janvier 2018, tel que je l'ai mentionné précédemment, le coefficient est de 129,8. Puisque le ratio est plus grand que 100 %, ça signifie que nous estimons qu'il y a assez d'argent qui entrera dans la caisse du régime sur les 15 prochaines années, en plus de ce qui se trouve dans la caisse actuellement, pour payer toutes les prestations pour la vie des participants et des retraités. Non seulement il y a assez d'argent, mais puisque le ratio est à 129,8, il y aura, selon nos estimés, 29,8 % plus d'argent que requis pour payer les prestations. Donc, selon la politique de financement, une portion de cet excédent peut être utilisée annuellement par les fiduciaires pour accorder un ajustement au coût de la vie. J'aborderai un peu plus tard l'ajustement au coût de la vie qui a été accordé cette année. Mais pour l'instant, parlons des tests de gestion des risques. Le régime effectue de façon annuelle des analyses stochastiques afin de déterminer s'il répond à certains tests de gestion des risques prévus par la loi. Afin de réaliser ces tests d'analyse de gestion des risques, nous simulons 2000 scénarios économiques futurs d'une période de 20 ans chacun.
Le premier test de gestion des risques consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Sur ce premier test de gestion des risques, le régime score un 98,95 %, ce qui veut dire que dans 98,95 % des cas, nous n'espérons pas réduire les prestations du régime. Ce score excède le minimum de 97,5 prescrit par la loi sur les pensions. Puisque le régime satisfait à ce critère, il peut continuer à fournir des ajustements au coût de la vie à tous les participants et retraités du régime, conformément à la politique de financement. Le second test de gestion des risques consiste à calculer la moyenne des ajustements au coût de la vie que l'on peut espérer accorder au cours des 20 prochaines années. Ce calcul produit une moyenne de 86,3 % de l'augmentation dans l'indice des prix à la consommation, ce qui est une mesure de l'inflation au Canada. Ces résultats concernant le test de gestion des risques sont très positifs. Ils nous rassurent qu'il y a seulement une faible probabilité que les prestations de base seront réduites dans le futur et qu'il y a de très fortes chances que les ajustements au coût de la vie vont pouvoir continuer. En plus des tests de gestion des risques, vous pouvez également être assuré par le fait que la province garantit qu'elle protégera les niveaux de prestations existants au 31 décembre 2013, juste avant la conversion au régime de retraite dans les services publics. Cela signifie que dans l'éventualité peu probable où les fiduciaires auraient à réduire les prestations du régime, la province s'assurera que vous n'obtiendrez jamais moins que les prestations que vous receviez ou que vous aviez accumulées au 31 décembre 2013. Cette diapositive montre comment nous prévoyons que le coefficient de capitalisation évoluera au cours des 20 prochaines années. Chaque ratio montré ici est en fait la moyenne de tous les ratios pour les 2000 scénarios de notre analyse. Les ratios projetés dans le futur incluent les coûts au rajustement de la vie accordés par les fiduciaires jusqu'à cette date. Nous pouvons remarquer que même avec l'octroi d'ajustement au coût de la vie, il est prévu qu'en moyenne, on peut espérer que la situation financière du régime, telle que mesurée par le ratio, continuera de s'améliorer au fil du temps, de son niveau actuel de 129,8 % à plus de 144 % dans 20 ans. Cette projection du ratio qui augmente dans le futur me rassure que la conception du régime est telle que les chances de succès dans le futur sont de notre côté. La route pourra être instable ou chaoteuse, mais nous savons qu'il y a des marges au sein du régime qui sont présentes pour absorber ces chocs futurs, tels que les cotisations excédentaires versées année après année, telles que je l'ai déjà mentionné, et l'utilisation d'un taux d'actualisation conservateur de 4,75, bien inférieur au rendement attendu des actifs. La présence de ces marges de sécurité est rassurante et en fait, c'est ce qui résulte en un coefficient de capitalisation qui devrait augmenter à long terme. Je vais aborder maintenant l'ajustement au coût de la vie accordé par les fiduciaires au 1er janvier 2019. Chaque année, en fonction de la situation financière du régime, les fiduciaires décident si un ajustement au coût de la vie peut être accordé. Ils ne peuvent pas accorder un ajustement au coût de la vie qui excède l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, qui est une mesure de l'inflation au Canada. Pour le 1er janvier 2019, l'augmentation de l'IPC est égale à 1,88 %. Ce calcul de l'IPC est le résultat de l'augmentation moyenne de l'IPC au cours de la période de 12 mois qui se termine le 30 juin 2018. Étant donné que le coefficient de capitalisation est de 129,8 %, les fiduciaires ont pu accorder le plein montant d'ajustement au coût de la vie de 1,88 % à partir du 1er janvier 2019. Cet ajustement au coût de la vie aura un coût de 121,6 millions de dollars qui est réparti entre les différents groupes de participants de la façon suivante. 43,2 millions de dollars servira à augmenter les prestations des participants actifs. 74,1 millions de dollars servira à ajuster les pensions des retraités et 4,3 millions ira aux participants avec droits acquis différés pour un total de 121,6 millions de dollars. Bien que n'étant pas sur la diapositive, il est intéressant de noter
que compte tenu du ratio de capitalisation de 129,8 %, les fiduciaires auraient pu accorder un ajustement au coût de la vie de plus de 4 % si l'inflation avait été aussi élevée au Canada l'an dernier. Compte tenu des récents niveaux de l'IPC publiés par Statistique Canada, l'inflation au cours de la prochaine année pourrait se situer entre 2 et 3 %. À son niveau de provisionnement actuel, le régime peut continuer à fournir une pleine indexation au niveau de l'IPC jusqu'à concurrence d'environ 4 %. Calculons maintenant l'impact d'un ajustement au coût de la vie de 1,88 % sur la pension d'un nouveau retraité typique. Dans l'exemple présenté, nous avons un nouveau retraité du régime au 1er janvier 2018, à l'âge de 60 ans, avec un salaire à la retraite d'environ 68 000 $ et 30 ans de service. Ce retraité peut espérer recevoir un total d'environ 37 000 $ par année lorsqu'on inclut la rente viagère et la prestation de raccordement. Ce nouveau retraité obtiendra un ajustement au coût de la vie le 1er janvier 2019 de 696 $ par année, ce qui augmentera sa pension annuelle à 37 696 $ par année à compter du 1er janvier 2019. Cette augmentation de 696 $ représente une augmentation de 1,88 % à sa pension annuelle. Maintenant, calculons l'impact du même ajustement au coût de la vie de 1,88 % sur un participant actif typique. Supposons que notre participant actif est âgé de 58 ans, gagne 69 000 $ en salaire annuel et compte 25 années de service le 1er janvier 2018. Un tel participant actif peut espérer avoir accumulé environ 25 000 $ de pension annuelle pour son service avant la date de conversion du régime, qui était le 1er janvier 2014, et un montant de 5 000 $ pour la période de 4 ans depuis la conversion du régime, pour une pension totale accumulée de 30 000 $ au 1er janvier 2018. Cette rente sera payable lorsqu'il se retirera. Donc, ce participant actif obtiendra un ajustement au coût de la vie de 1,88 % appliqué à la fois à la portion de sa pension accumulée avant et après la conversion du régime, ce qui augmente sa pension accumulée avant le 1er janvier 2014 de 470 $ et sa pension accumulée après le 1er janvier 2014 de 94 $. Ce participant actif recevra également une accumulation d'environ 1 380 $ pour son service en 2018, pour une pension accumulée totale au 1er janvier 2019 de 25 470 $ par année pour son service avant la date de conversion et un montant de 6 474 $ pour la période de 5 ans depuis le 1er janvier 2014, pour une pension totale accumulée de 31 944 $, payable au moment de la retraite, avant ajustement pour retraite anticipée. Cet exemple vous donne un aperçu de l'importance des ajustements au coût de la vie, non seulement pour les retraités, mais aussi pour les participants actifs. En fait, nous avons déterminé que dans un régime qui est capable de fournir des ajustements au coût de la vie tout au long de la carrière d'un individu, ces ajustements peuvent représenter de 20 à 25 % du montant total de la pension au moment de la retraite. Maintenant, supposons que notre même participant actif typique souhaite prendre sa retraite anticipée le 1er janvier 2019. Nous devons déterminer les réductions qui seront appliquées à sa pension due à sa retraite anticipée. Des réductions pour retraite anticipée sont appliquées pour tenir compte du fait que les participants qui se prévalent de la retraite anticipée recevront leur pension pour une période plus longue. En appliquant une réduction, on s'assure que le coût de la retraite anticipée est partiellement ou entièrement assumé par le participant. Vous aurez remarqué que nous montrons la partie de la pension accumulée avant le 1er janvier 2014 et la partie de la pension accumulée après le 1er janvier 2014 séparément. La raison est que différents taux de réduction pour retraite anticipée s'appliquent à chaque partie de la pension. Pour la portion accumulée avant le 1er janvier 2014, la pension accumulée est réduite de 3 % pour chaque année que la retraite anticipée précède l'âge de 60 ans. Si la retraite est après l'âge de 60 ans, aucune réduction n'est appliquée. Pour la portion accumulée après le 1er janvier 2014, une réduction de 5 % pour chaque année que la retraite anticipée précède l'âge de 65 ans est appliquée. Donc, dans notre exemple, notre participant a 59 ans au moment de sa retraite et par conséquent, cela représente 1 an d'anticipation pour les fins de la pension accumulée avant le 1er janvier 2014,
ou une réduction de 3 %. Pour la portion de la pension accumulée après le 1er janvier 2014, cela représente une période d'anticipation de 6 ans et par conséquent, une réduction de 30 %. Donc 6 ans à 5 % par année équivaut à 30 % de réduction. Après l'application des réductions qui sont permanentes, le participant recevra une pension de 24 706 pour son service avant le 1er janvier 2014 et de 4 532 pour son service après le 1er janvier 2014, pour une pension totale de 29 238. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez trouvé ces renseignements fournis intéressants et utiles. Je demeurerai disponible pour la période de questions, so I will remain available for the... Je demeurerai disponible pour la période des questions. Merci bien. Thank you, Eve. As a board, we're Le conseil d'administration est très heureux, bien entendu, de cette évaluation actuarielle, d'autant plus que ces résultats positifs nous ont permis d'approuver l'octroi de cet ajustement au coût de la vie, au montant de 1,88 %, comme on l'a dit. Les membres, les participants actifs ainsi que les membres avec pension acquise différée recevront ce montant. Ont reçu ce montant, le 31 décembre 2017, alors que les retraités pourront recevoir cette prestation à compter du 1er janvier 2019. Et comme vous le savez, puisque c'est paru dans le bulletin que nous avons distribué, la province et la corporation, qu'on appelle maintenant Vestcor, l'ancienne société de placement du Nouveau-Brunswick, et certains syndicats, eh bien, vous savez que le conseil d'administration, a été désigné dans une poursuite à titre de défendeur pour, en fait, obtenir des dommages-intérêts à partir de la caisse de retraite pour soi-disant bris de confiance et de contrat. Et également pour assurer le paiement des frais légaux à partir de la caisse même, du fonds. Dans une autre poursuite contre la province, les plaignants ont indiqué que dans le cas où la province n'accepterait pas de payer les frais légaux, eh bien qu'ils demanderaient à ce que ces frais soient payés à partir à même la caisse ou le fonds. Eh bien, le seul but de la caisse de retraite, c'est d'assurer ou d'offrir des pensions de retraite, justement. Et la commission a retenu les services d'un avocat, justement, pour le défendre dans cette affaire. Si jamais il y avait du nouveau de ce côté-là, nous informerons nos participants, nos membres, à partir de notre bulletin semi-annuel qui vous est envoyé par moyen électronique ou encore que vous retrouverez sur le site web de Vestcor. Alors que nous entamons notre 5e année du régime à risque partagé, nous pensons que ce serait utile justement de vous faire part des résultats des 4 dernières années. Et ce soir, Leonard Lee White nous donnera un aperçu de ce régime, de ce plan et ses politiques principales. Et il sera suivi de John Sinclair, président PDG de Vestcor, qui nous fera part, lui, des résultats à long terme de notre plan de pension. Merci Marilyn et bonsoir. Bon, comme Marilyn l'a signalé, il s'agit de notre 4e Assemblée générale annuelle et lors de chacune de ces réunions, nous avons eu l'occasion de discuter du régime, de son rendement ainsi que des résultats actuariels et notre possibilité à payer les ajustements au coût de la vie. Et ça me donne l'occasion de vous expliquer encore une fois ce que fait le conseil d'administration et ce que font les autres participants au régime. Une partie de cette information-là a déjà été abordée par Yves et il en a parlé dans sa présentation. Alors, ce que je vais vous dire tout de suite, là, ça fait un peu le lien entre les deux.
Comme on l'a dit, l'objectif principal, c'est le suivant, c'est d'offrir une pension sûre et durable aux participants au régime au moment de leur retraite en fonction de leur participation en tant qu'employés. C'est la raison d'être de notre plan, de notre régime de retraite. Et pour ça, bien, il faut adopter une approche de gestion dont Yves a déjà parlé et qui a parlé, entre autres, qui a porté, entre autres, sur le risque. Et on y arrive en procurant un degré de certitude élevé à l'égard des cotisations et des prestations de retraite. Et puis, il faut s'assurer aussi que, dans la mesure du possible, le montant des cotisations demeure stable. Cela dit, quand on parle d'être en mesure de payer ces prestations, bien, pour y arriver, il y a certains facteurs qui doivent être mis en place. L'actuaire nous a fourni beaucoup de conseils, nous donne beaucoup de conseils, mais il y a certains points sur lesquels j'aimerais revenir. Par exemple, sur la politique de placement sur laquelle le Conseil travaille et les changements qu'on y apporte. Et nous travaillons en très étroite collaboration avec VestScore, justement, ainsi qu'avec les actuaires, pour voir l'impact que cela pourrait avoir sur le rendement de notre plan de retraite, notre régime de retraite. Parmi les documents utilisés et qui nous permettent et qui ont donné lieu à la création du plan, ce sont justement les lignes directrices très claires que nous suivons pour établir le montant des cotisations ainsi que le montant des prestations et des allocations en fonction du coût de la vie, ainsi de suite. Et il faut s'assurer que les chiffres soient clairement divulgués, et ça se fait non seulement lors de l'Assemblée générale annuelle, mais on le retrouve également, on retrouve cette information dans notre rapport annuel, et vous pouvez également les retrouver sur le site web de VestScore. Vous y retrouverez beaucoup d'informations, et d'ailleurs, on encourage les membres, les participants à se renseigner pour en savoir davantage justement sur ces chiffres. Autre facteur important, notre régime de retraite est réglementé de deux façons. D'abord, il relève de la loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick et ses règlements connexes. Et ça relève de la partie 2 de cette loi, c'est-à-dire celle qui porte sur les régimes de pension à risque partagé. Et j'y reviendrai tantôt. Et puis, nous sommes également tenus de faire des déclarations en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu du Canada et ses règlements connexes. Et c'est une obligation essentielle pour maintenir notre accréditation. Comme je l'ai mentionné, il existe plusieurs documents constitutifs. Il y a entre autres le texte du régime que vous pouvez trouver sur le site web. Il y a la politique de financement qui nous dit quoi faire dans les cas où le régime est en situation excédentaire ou encore ce qu'il faut faire lorsqu'il y a déficit. Et puis enfin, il y a cette politique de placement dont je vous ai parlé tantôt, et c'est une politique de placement fortement axée sur le risque ou les probabilités de risque. Pour ce qui est du document constitutif comme tel, eh bien, ces documents ont été créés lorsque les parties constitutives du régime l'ont créé, l'ont élaboré. Et comme Marilyn l'a dit tantôt, les parties prenantes, eh bien, sont la province, représentée par le ministre des Finances, et les syndicats énumérés, et dont elle a fait mention tantôt, et qu'on retrouve dans les documents constitutifs. Des changements importants ne peuvent se faire que sur l'entente ou sur l'accord des parties, mais il y a d'autres changements, par contre, qui peuvent être mis en place. Ce sont des changements d'ordre opérationnel, mais il faut quand même signaler ces changements-là à l'Agence de revenus du Canada et au surintendant des pensions. La gouvernance se fait comme suit, c'est-à-dire qu'il y a des fiduciaires qui sont nommés, comme Marilyn l'a signalé tantôt. Ces fiduciaires sont nommés par les parties prenantes, mais lorsque nous sommes nommés, nous avons une responsabilité vis-à-vis du régime et non pas vis-à-vis des différentes parties qui nous ont nommés. Et puis, bien entendu, notre nomination peut être révoquée lorsqu'on ne s'acquitte pas comme il se doit des obligations qui sont les nôtres.
et nous avons la responsabilité de gérer conformément aux dispositions législatives et aux documents constitutifs. Et les fiduciaires doivent également élaborer la politique de placement avec le soutien du gestionnaire de fonds et le gestionnaire qui est responsable de la mise en œuvre. Pour ce qui est de l'administration quotidienne du Conseil, les fiduciaires sont nommés pour une période de temps donnée. Ils sont là pour placer ces sommes d'argent. Et il y a la division de l'administration du régime de la province du Nouveau-Brunswick dont on a retenu les services pour assurer l'administration. Alors, depuis ce temps-là, les deux organismes en question ont été changés et je pense que John en parlera brièvement lors de sa présentation. Encore là, après la création du régime de retraite, le Conseil a adopté la politique de placement que nous devons revoir à chaque année. C'est une obligation. Nous avons aussi la responsabilité de tenir compte de ce qu'on appelle l'allocation du coût de la vie, pardon. Et puis, pour nous aider dans ce travail, il y a cette évaluation qui est effectuée à tous les ans par l'actuaire. Et puis, il y a aussi des vérificateurs qui viennent pour examiner les différents aspects dont John va parler. Alors, cela dit, je vais céder la parole maintenant à John, qui va nous parler de certains autres points qui touchent à votre régime de retraite. Bonsoir, merci Leonard. Bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous parler des services offerts par Vestcor en 2017. Pour commencer, je pensais que ce serait une bonne idée de vous rappeler de qui est Vestcor en fait. Leonard en a parlé brièvement. Vestcor est une unité qui a été créée depuis 1 an et demi en fait afin de réunir la société d'investissement de la province, qui était une société de la couronne, qui était responsable de la gestion de certains investissements de la province, et du ministère des Ressources humaines, la direction des prestations et des services de pension des employés. Ils ont décidé de les réunir tous les deux pour en faire un organisme à but non lucratif et ils ont donc créé Vestcor Corporation, la société Vestcor. Et sur le site web que vous pouvez aller voir, vestcor.org, où vous allez trouver de nombreux détails sur Vestcor même, sur la société. Vous allez avoir toutes sortes d'informations, des schémas indiquant l'hiérarchie, les documents sur la fondation et les documents financiers, en plus qu'un rapport annuel assez bref pour cette année pour une première fois. Si ces détails vous intéressent, veuillez vous rendre au site web. Vestcor même est une unité qui contient 140 professionnels responsables des investissements et des régimes de pension. Nous sommes ici à Fredericton. Du côté des investissements, nous avons 17 milliards de dollars en actifs pour environ 9 groupes du secteur public, dont le vôtre est un des plus importants, avec 7 milliards de dollars, mais nous avons un autre 10 milliards de dollars d'actifs d'autres groupes. Alors, ça nous donne des efficacités d'échelle en les réunissant. Du côté de l'administration, nous offrons des services d'administration à 11 différents régimes de pension et 4 régimes de prestations aux employés. Alors, ceci est distribué à travers la province. Vestcor Inc. est la compagnie que je vais vous expliquer ce soir. Comme je l'ai déjà dit, elle vous appartient à votre régime ainsi que le régime des enseignants, mais il y a un conseil d'administration réellement indépendant. Ce conseil d'administration est choisi selon une matrice de compétences pour s'assurer, bien sûr, que nous ayons suffisamment d'administrateurs indépendants, professionnels et avec les compétences nécessaires pour
gérer un organisme tel celui-ci. Vescor est un organisme à but non lucratif, comme je l'ai déjà mentionné, et donc ceci nous permet d'avoir un lien fiduciaire amélioré. Nous n'avons pas d'actionnaires, si vous voulez. Nous n'essayons pas de faire des bénéfices nets en essayant de vous vendre des services à très haut coût. Nous préférons et maintenons les intérêts de nos clients au premier plan. Il y a un régime de surveillance très rigoureux également, suivi par le CA et ses administrateurs. Il y a un nombre d'audits par année. Il y a bien sûr un cabinet externe national qui est utilisé pour la vérification des états financiers. Il y a aussi des rapports sur le rendement qui est offert par un cabinet externe. Et de temps à autre, il y a d'autres audits externes. En plus, nous avons également un rapport annuel très détaillé sur le site web de vescor.org. Vous allez trouver le rapport annuel qui vous donne beaucoup de détails quant aux activités de la société en 2017. Leonard l'a mentionné, il y a des règles très strictes, des lignes directrices qui déterminent les politiques régissant les investissements de votre régime de pension. Premièrement, il y a le concept de risque. Il faut s'assurer que le régime même vise la préservation des capitaux et qu'il n'y ait pas de risque, trop de risques de prix. Du point de vue de la loi, il y a aussi des tests de gestion qui doivent être effectués. Et il faut tenir compte de tous ces éléments en concevant un portefeuille pour mieux répondre aux besoins du régime. Le risque est vraiment un des plus grands déterminants. Et ensuite, bien sûr, on veut s'assurer qu'on génère un taux de retour suffisant pour répondre au taux d'actualisation de 4,75 et d'essayer de le surpasser à long terme. Le long terme est très important, bien sûr, dans tout cela. Si on regarde 2017, ici à gauche, vous allez voir le rendement. Et Yves avait mentionné qu'on avait eu un taux de rendement de 7,81 on peut le diviser en deux. Il y a un 6,72 qui est le rendement de votre portefeuille d'investissement selon la déclaration des investissements. Et ensuite, il y a 1,09% de supplémentaire de valeur ajoutée. Et votre rapport annuel et le rapport annuel de Vescor Inc. a la ventilation des éléments de ces rendements. À la page 24, vous allez voir les différentes classes d'actifs et d'où est venu ce taux de retour. En 2017, si vous suivez les marchés, vous savez qu'il y a eu des retours très élevés sur les capitaux propres. Il y a eu des grands gains dans ce domaine, dans ce secteur, mais vous allez remarquer que toutes les autres catégories ont eu des taux de rendement positifs également. Et le 7,8 donc est le total des deux classes. Le 7,81 non seulement ce taux-là, mais les autres taux de rendement des 3 années précédentes dépassent largement le 4,75 soulevé par Yves et le 4,9 auquel on s'attendait. Le 5,9 qui est le taux de retour prévu, en fait, et le 4,75 légiféré, on les a dépassés largement. Maintenant, on a quand même, il y a eu des rapports dans les médias indiquant que le 7,81 en 2017 était assez faible comparé à d'autres régimes de pension à prestations déterminées. Ce genre de régime de pension n'a pas les éléments d'atténuation du risque, les obligations d'atténuation du risque. Alors nous, on s'attend à ce que les années où il y a des retours dans le marché des capitaux propres à haut risque sont
plus élevé, ça nous donne un taux de rendement plus faible de façon générale parce que nous devons respecter les éléments de risque. Mais en plus, si on regarde l'analyse sur 4 ans, nous rapprochons beaucoup plus sur taux de retour qu'on voit dans les marchés généraux. Alors, ce que vous voyez ici, c'est suite à un sondage qui a été effectué par RBC, les services aux investisseurs de RBC, qui a fait un sondage pour déterminer le nombre de régimes de pension à prestations déterminées à travers le pays, et ceci pour répondre à certains commentaires qu'on avait eus en 2017. Mais en bleu, ou ce qui est encerclé ici, c'est la composition des les investissements gérés par Vescore. Et bien que 2017, notre taux de rendement était peut-être un peu plus faible que certains autres, vous allez voir que la moyenne sur 4 ans, les taux de rendement se rapprochent beaucoup plus. Mais il faut se souvenir, bien sûr, qu'une des priorités, c'est la gestion du risque pour nous. Alors, premièrement, la gestion du risque. Si on veut s'assurer d'avoir des risques plus faibles que d'autres régimes de pension, sur l'axe de l'Y, c'est le rendement par année, et sur l'axe des X, vous allez voir le niveau de risque. Et donc, on devrait se trouver du côté gauche du tableau où se trouve le plus faible risque, justement. Et il faut qu'on réussisse au test légiféré de gestion du risque, mais on ne sacrifie pas beaucoup de valeurs supplémentaires en le faisant selon ce tableau. Et on répond aux obstacles et aux objectifs de 4,75 et 5,9 que Yves vous a expliqué. Alors, il est important de ne pas trop s'accrocher au rendement sur un an, mais plutôt regarder à plus long terme, parce que ces stratégies, ce genre de régime vraiment est basé sur une analyse à plus long terme. Et ensuite, pour pousser un peu plus loin, ici, vous allez voir la composition de l'actif de votre régime. Les anciens régimes qu'on a vus dans le tableau précédent, il y a probablement 60 dans équité et 40 en revenu fixe. Mais ici, vous allez voir que ceci est ventilé en 40 en capitaux propres publics, et de ces 40 à peu près la moitié sont ceux qu'on appelle des actions à faible volatilité que nous avons préparées à l'interne. Environ 37 sont dans des actions à rendement fixe et un autre 13 sont à des actifs liés à l'inflation, l'immobilier par exemple, où normalement les retours sont indexés à un certain immobilier. Et ensuite des obligations à rendement réel qui sont surtout émis par le gouvernement du Canada qui suit l'inflation. Et ceci pour s'assurer qu'on suit le taux d'inflation. Et ensuite, la quatrième ligne, c'est la stratégie de rendement absolu. Ce sont des stratégies que nous développons à l'interne pour donner des retours qui ne sont pas liés directement ni au marché des capitaux propres, ni aux équités, ni aux obligations, et ceci pour s'assurer que le régime de pension soit viable à long terme. Alors voilà qui est pour les retours absolus, si vous voulez. Mais je voulais vous parler un peu de la valeur à long terme. Vous vous souvenez que notre activité de gestion a ajouté 1,09 sur une base brute, et peut-être que j'aurais pas dû le dire. Mais bon, non, je vais revenir en arrière. Ici, en regardant ces retours, ces taux de retour, que ce soit pour 1 an ou sur 4 ans, ces comparaisons sont sur une base de croissance. On n'a pas tenu compte des différences dans les coûts de gestion. Et il y a une grande différence entre les coûts de gestion de votre régime comparé à un régime géré par une tierce partie. Alors ici, vous voyez donc la valeur à long terme
en plus de votre politique. À la gauche, vous voyez les chiffres pour 2017 et vous allez voir que les retours, vous voyez ici la composition de tous les clients de Vescor. Vous, c'était un peu plus élevé à 1,9 % de la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, lorsqu'on on ajuste pour les coûts, qui est la barre qui tombe en dessous du zéro, ça vous donne 1,9 % sur une base nette. Alors, sur 4 ans, vous allez voir que la valeur ajoutée attribuée à votre portefeuille a été assez importante. Nous avons réussi à ajouter une bonne valeur supplémentaire. Et si on revient un peu en arrière dans le temps, lorsqu'on a connu la crise des marchés boursiers il y a une dizaine d'années, on n'avait pas de risque actif dans notre portefeuille, donc on ne créait pas de valeur supplémentaire. Il y en avait un tout petit peu, mais depuis la normalisation des marchés après l'effondrement boursier en 2009, il y a 10 ans, on a repris cela. Alors ici, vous voyez que c'est difficile de voir les détails, mais les coûts diminuent au fur et à mesure qu'on augmente les actifs de nos clients par les retours même et par le nombre de clients. Alors, étant un organisme à but non lucratif, ceci est très important dans le sens qu'on peut ajouter des actifs de clients au portefeuille, mais pas avoir des augmentations des coûts en conséquence qui aident à réduire les coûts pour tous. C'est vraiment une économie d'échelle. Et ce n'est pas ce qu'on fait dans le monde avec des gestionnaires externes. Alors, non seulement on a une bonne valeur ajoutée, le rapport coût et dépenses descend également. Parfois, on regarde les chiffres et on dit on a un taux de retour de 7 ou 8 %. Et les gens ont du mal à comprendre ce qu'on veut dire quand on dit qu'on ajoute 1 % de plus. Alors, pensez au taux de retour de votre régime. En 2017, le revenu total était un peu moins de 560 millions de dollars de rendement. Et aussi, on calcule les moyennes sur 4 ans. Ici, c'est environ 500 millions de dollars que les investissements ajoutent au régime. Si on détermine combien vient du rendement approximatif de la politique de placement, en 2017, il y avait un peu moins de 70 millions du rendement approximatif de la gestion active. Et en 2017, donc, environ 70 millions de dollars venaient de ce rendement approximatif de la gestion active. Et comme on le voit ici, si on regarde la prestation moyenne en 2017 avec c'était un peu moins de 30 000 $, ce 70 millions de dollars en paierait 2300 pensions de plus, régime de pension de plus à 30 000 $ par prestation. Alors, c'est un rendement très important. Et ici, juste pour expliquer ce que sont les ratios de frais de gestion. Pour votre régime, c'est vraiment 0,12 % ou 12 points de base. Dans votre document, vous voyez que ça dit 13,8 %, mais ceci est avant la TVH calculée. Alors voilà, c'est juste ici, on n'inclut pas la TVH. Mais alors, on avait accès à un autre sondage effectué pour le Canadian Institutional Investors. Et on voit qu'on offre plus de services du côté des investissements que juste la gestion active. On s'occupe de la comptabilité, les frais juridiques, la tenue de dossiers, d'autres frais administratifs, services de fiducie et de garde. Alors, on peut le ventiler comme suite. Si on regarde la colonne à droite, on voit que les régimes qui ont plus de 1 milliard de dollars ont des frais d'administration de plus de 36,7 points de base.
Et alors, si vous deviez aller chercher des gestionnaires en investissement, par exemple, vous pouvez vous attendre à payer cela. Mais votre régime vous coûte environ 12 points de base. Donc, ce sont des économies de 3 fois, si vous voulez. Et ce 3 fois vous donne à 18 millions de dollars. Alors, ce sont des économies importantes en utilisant un organisme à but non lucratif. Ici, même dans la province, des professionnels qui se trouvent ici ont réussi à économiser 18 millions de dollars. Et en pension, ce serait environ 600 prestations de pension annuelles de plus. Et pour terminer avec les investissements, tout le monde dit, bon, ben ça c'est le passé, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année? Je pense que vous avez lu dans les bulletins de nouvelles, mais c'est juste pour donner jusqu'à date. Nous avons reçu 2,42% jusqu'à pour cette année jusqu'à date. On a bien commencé au mois de janvier, mais ensuite il y a eu une grande volatilité en février où on a reçu des données sur les emplois des États-Unis et certains marchés sont tombés de 6 à 10%, mais ensuite ont recommencé à monter. Alors, étant 2,42%, finalement, c'est pas si pire considérant la volatilité. Et si on compare à d'autres régimes et d'autres fonds comparables, on réussit mieux. Voilà quelque chose d'autre. Lorsque ce sont des périodes de rendement faibles, si nous acceptons qu'on ne va pas avoir des taux de retour aussi élevés lorsque ce sont des moments à plus grand risque, on peut au moins s'assurer d'avoir des taux de rendement plus élevés lorsque le risque est plus faible, effectivement. Alors, il va falloir voir le reste de l'année, mais ce portefeuille a fait ses preuves dans ce genre de situation cette année avec son partage de 60-40%. Et comme on l'a dit, Vestcor est plus que juste des investissements. Nous offrons différents services d'administration. Et il y a une équipe qui s'occupe de l'administration au jour le jour, les calculs des régimes de pension, les avantages sociaux des employés. Nous avons une équipe responsable des services aux membres. Si vous appelez, si vous envoyez des questions par courriel, voilà l'équipe qui répondrait. Si vous cherchez un calcul de ce que serait votre pension un jour, par exemple. Et cette équipe est très actif à vous appuyer. Et ensuite, il y a un groupe qui est responsable des services de soutien au conseil, les conseils de fiduciaires, par exemple, pour les aider à organiser les réunions, la tenue de livres, organiser les programmes, les ordres du jour des réunions, par exemple. Et on l'a mentionné un peu plus tôt, mais nous avons également une unité responsable des communications qui sont responsables de préparer les bulletins de nouvelles semi-annuels, préparer le rapport annuel qu'on a partagé avec vous ce soir, organiser cette AGA et également qui travaillent au site web qui vient juste d'être restructuré. Je ne sais pas si vous y avez accès dernièrement, mais il y a eu de grands changements. Et du côté de l'administration également, nous sommes très rentables comparé à d'autres groupes comparables. Votre rapport annuel trouvera des détails, vous allez trouver les détails des coûts. C'est environ 5,5 points de base. Pour le coût, si on inclut la TVH, ça donne environ 19,8 points de base, qui est beaucoup plus bas que d'autres gestionnaires externes. On essaie de demander des rétroactions de personnes qui se sont tournées vers le service pour avoir des informations ou des services. Alors peut-être que vous avez déjà eu cette expérience. On vous a déjà parlé du site web également. Je pense que au lieu d'être obligé d'aller
de passer par le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Vous allez tout trouver sur le site web de westcorp.org. Il y a également une calculatrice maintenant pour calculer votre pension. Si vous êtes près de la retraite, par exemple, vous pouvez y mettre différents scénarios, différents chiffres pour avoir une idée de ce que sera votre régime de pension. Ceci a été beaucoup amélioré, beaucoup plus simplifié aussi. Et une autre importante modernisation et du système administratif. En fait, nous recherchons améliorer pour donner des données plus rapidement, pour avoir des économies davantage également à l'avenir, une prestation de service dans les meilleurs délais et une meilleure sécurité et fiabilité à long terme. Alors voilà ce que je voulais vous expliquer de Westcorp en 2017, mais comme Leonard et les autres, je serai ici pour répondre à vos questions. Thank you, John. And the board is Merci, John. Et le Conseil, bien entendu, est très heureux des changements qui ont été intégrés, des changements très positifs qui se sont faits au sein de Westcorp. Votre régime ainsi que celui des enseignants sont des copropriétaires de Westcorp. Et comme vous voyez, dans les tableaux que John nous a présentés, ça nous permet d'avoir des coûts d'administration moins élevés tout en améliorant les services. Et ça a été bien entendu à l'avantage des régimes. Merci de cette présentation. Alors maintenant, nous allons passer à la période questions-réponses au cas où vous en auriez. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu ce soir ou encore des questions par rapport au régime de retraite comme tel, il y a des microphones. Et si vous êtes en ligne, eh bien, vous pouvez soumettre votre question en cliquant sur l'icône qui s'intitule « Questions ». Et c'est Suzy, je pense, qui va animer cette partie de la soirée. Mais une petite mise en garde. Si on n'a pas réponse à votre question ce soir, et si il y a déjà des questions qui nous sont venues en ligne, eh bien, si on ne peut pas le faire ce soir, on s'engage à mettre tout ça sur le site web dans les prochains jours. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si on n'a pas la réponse ce soir. Vous aurez vos réponses dans les prochains jours. Suzy? Merci. Je suis heureuse d'être ici à Bathurst. Comme Marilyn l'a mentionné plus tôt, je m'appelle Suzy Prudeg et je suis membre du Conseil des fiduciaires ainsi que participante au plan. If you have any questions for our Board of Trustees. Alors, si vous avez des questions pour notre conseil d'administration ou encore pour les présentations, ceux qui nous ont fait les présentations ce soir, eh bien, on vous invite à vous rendre au microphone maintenant. Si vous êtes en ligne, vous pouvez soumettre votre question, comme c'est l'icône qui apparaît justement au coin en haut, au coin supérieur gauche. Et il y a aussi plusieurs participants qui ont soumis leurs questions avant la réunion de ce soir et nous allons tenter d'y répondre, de répondre au plus grand nombre de questions. Cependant, si vous n'avez pas réponse à vos questions ce soir, vérifiez en ligne dans les jours qui vont venir. Votre réponse devrait s'y retrouver. Alors, puisqu'il n'y a personne au micro, je vais passer tout de suite à la première question et la question s'adresse à vous, John. Il y a quelques questions qui portent justement sur le plan des incitatifs et comment ça fonctionne et en quoi ça se rattache au rendement des placements. Oui, merci, Suzy. Bon. D'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais vous faire remarquer que, tantôt, je vous ai parlé du rapport annuel de Westcorp Inc. Vous le retrouverez sur le site web. Dans ce rapport, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations sur les politiques de placement et tout ça, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, je reviens à la question. La compensation est extrêmement importante et c'est un facteur que notre conseil tient en très haute considération. Et l'incitatif, c'est pour essayer d'attirer et de retenir les services de personnes d'expérience qui peuvent gérer un actif de 17 milliards de dollars ici au Nouveau-Brunswick, dans nos bureaux de Fredericton. 17 milliards de dollars, c'est quand même un montant impressionnant. Vous connaissez peut-être le régime de pension du Canada ou celui des enseignants d'Ontario, ça représente des centaines de milliards. Mais bon, quand on parle de secteur public ou même d'autres
eh bien, 17 milliards d'actifs, c'est quand même important. Et c'est important de s'assurer qu'on a les effectifs nécessaires pour administrer une telle somme d'argent. Maintenant, du point de vue de l'industrie comme telle, les incitatifs sont une partie importante de la rémunération. Ce qu'il faut, c'est de s'assurer que le rendement du personnel responsable des placements correspond à la rémunération qu'on leur accorde. Pour les cadres, surtout les hauts dirigeants, c'est important de s'assurer d'un niveau de base, un salaire de base satisfaisant. Et puis ensuite, il y a les incitatifs qui viennent en fonction du rendement. Mais donc, c'est fortement motivé par le rendement par rapport aux jalons, par rapport aux points de comparaison. Et on peut voir que nous sommes comparés très favorablement aux facteurs de comparaison. Et souvent, c'est basé sur un cycle de 4 ans. Ce qui est important, c'est qu'on rattache ces incitatifs au rendement. Et si le rendement est solide, ben ça se reflète dans la rémunération qui est accordée. Ce qu'il faut signaler, comme je disais plus tôt, c'est un facteur très important que nous avons un comité sur la rémunération et sur les ressources humaines, justement, qui passe du temps sur cette question-là. Nous avons aussi les conseillers qui sont là pour veiller à ce que le programme respecte les pratiques exemplaires et que ça se compare avec ce qui se fait ailleurs au pays. Oui. Là, puis on aimerait ça d'entendre parler de vous autres. So, Stats Canada. Statistique Canada fait un rapport annuel sur l'indexation au coût de la vie. Il s'agit de 2,15 pour 2015. Ça, c'est pour un plein ajustement, pas 1,8 ce qui correspond à 75 La Coalition sur les pensions s'inquiète énormément de cet énoncé qui porte à confusion pour les 38 000 participants au régime et demande des précisions. Est-ce que l'indice du prix à la consommation est calculé différemment maintenant en fonction de ce régime à risque partagé que ce qu'il était auparavant? Ben, le calcul de l'indice des prix à la consommation, pour répondre à la dernière partie de la question, n'est pas différent de ce qu'il était dans le régime de pension de retraite dans les services publics, ce qu'on l'appelait auparavant. Maintenant, le 2,5 ça, c'est l'indice des prix de la consommation mensuel. Ce prix est publié cet indice est publié à tous les mois, mais vous recevez cette information-là une fois par année. Alors, il s'agit d'une moyenne pour les différents indices pour l'année qui s'est terminée en juin 2018. Le chiffre à ce moment-là était de 2,5 mais on a tenu compte également de l'indice au 1er mai et au 1er avril. On recule sur 12 mois et on établit une moyenne sur une période de 12 mois, ce qui nous amène à ce 1,88 Maintenant que je vous ai dit cela, puisqu'au mois de juin, on est à 2,5 en juillet, c'était 3 et d'ailleurs, j'en ai fait, comme je l'ai commenté dans ma présentation. Bon, puisqu'on tend plutôt vers le 3 ça, on le verra en janvier, 1er janvier 2019. Pour le 1er janvier 2019, on est à 1,88 et ça correspond à la moyenne sur 12 mois. Prochaine question s'adresse à Marilyn. Selon les coûts d'opération du conseil d'administration de 2017, on constate une augmentation de plus de 100 comparativement à 2016. Alors, j'aimerais bien qu'on me fournisse une explication pour justifier cette augmentation de 100 sur le per diem. Merci, Suzy. Dans le rapport annuel à la page 9, on parle des per diem, mais au cas où ce n'est pas clair, en 2016, un seul des fiduciaires du Conseil était admissible à ce per diem. En 2017, on a eu la chance d'ajouter de nouveaux fiduciaires au Conseil. Maintenant, il y a 4 fiduciaires qui peuvent réclamer un per diem, ce qui explique l'augmentation. En 2016, il n'y en avait qu'un seul. Maintenant, nous en avons 4. Et là, on peut voir que ce per diem est 250 $ par jour et c'est ce qui explique l'augmentation. Leonard, sa question est pour vous. Étant donné la dette provinciale qui est à 14 milliards
et avec une population qui se situe aux alentours de 750 000 personnes, pardon, ça devient extrêmement difficile de payer cette dette qui continue d'augmenter. Alors, je voudrais savoir si notre régime de retraite est protégé. Qu'arrivera-t-il à notre régime si la province faisait faillite ou encore si elle faisait face à la prise en charge de la province, par exemple, la dette de la province par un prêteur? Alors, merci pour la question. Et vous dire que les actifs de notre régime de retraite sont des actifs qui appartiennent aux participants. Ce ne sont pas des actifs qui appartiennent à la province. La province, la seule obligation de la province, c'est de cotiser les montants qu'elle doit verser en vertu de la loi sur les pensions. Une fois que la province a fait ses dépôts, et ces dépôts, elle les fait mensuellement, eh bien, ces versements-là sont gardés en fiducie par le conseil et c'est pour les participants au régime seulement. Donc, s'il devait y avoir une restructuration de la dette provinciale, eh bien, les actifs de notre régime, c'est-à-dire ces sommes d'argent qui sont réservées pour les participants au régime, eh bien, la province n'y a pas accès. Ce sont des actifs qui appartiennent aux cotisants au régime, aux participants au régime. Une question? Sinon, je vais continuer avec ceux-là qui sont en ligne. OK. Yves, questions for you. Lorsque nous allons prendre la retraite, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre la partie avant cette partie que nous avons cotisée avant l'adoption du régime à risque partagé? Et puis, parce que là, arrivé à 65 ans, il faut analyser les deux chiffres. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. Je sais, par exemple, que la ville de Fredericton, les employés peuvent répartir les deux montants, c'est-à-dire avant le régime à risque partagé et après. Nous, on ne peut pas. Alors, à mon avis, c'est injuste. Vous nous avez imposé ce régime à risque partagé. Maintenant, nous sommes pénalisés si jamais on décide de prendre notre retraite avant l'âge de 65 ans. Tout comme je l'ai signalé dans ma présentation, à la toute fin de ma présentation, je vous ai parlé de ces réductions pour retraite anticipée. Donc, c'est pour les montants accumulés avant 2014 et ensuite le montant accumulé après 2014. Et là, le facteur de réduction est différent selon que vous voulez prendre votre retraite avant 2014 ou après 2014. Et pour ceux qui prennent la retraite après 2014, la réduction est plus élevée parce que le montant des prestations pour ceux après 2014 ne pourront être versés qu'après l'âge de 65 ans. Alors, la question qu'on nous pose ici, c'est est-ce qu'on peut commencer la préconversion une fois qu'on va prendre notre retraite et attendre pour prendre l'autre partie de notre pension après l'âge de 65 ans, de sorte qu'on n'ait pas à souffrir ou à subir cette pénalité. Moi, j'aime pas tellement le mot pénalité, mais je préfère appeler ça une réduction. C'est une réduction parce que, justement, vous recevrez des prestations sur une plus longue période de temps du fait que vous avez pris votre retraite plus tôt que du fait que vous avez pris votre retraite 6 années à l'avance, par exemple. Mais c'est une bonne question. On a parlé du régime de pension de la ville de Fredericton et selon ce régime, il est permis de le faire. Mais ils ne peuvent pas commencer à cotiser. L'employeur ne peut pas commencer à cotiser avant l'employé ou vice-versa. Mais le régime est indifférent au fait que vous commencez, à quel moment vous commencez à cotiser, que vous commencez à 59 ans avec pension réduite ou à 65 ans. La seule question, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à administrer. C'est parce que, bon, si on a deux façons de le faire, il y a des gens qui commencent à tel moment, d'autres à d'autres, ça voudrait dire des coûts d'administration plus élevés. L'autre question également, c'est que pour les gens qui ont un régime qui leur offre cette possibilité, eh bien, il faut dire qu'il y a très peu de personnes qui ont choisi cette option. Il y en a très peu qui choisissent de prendre une partie de leur prestation avant l'autre partie. Donc, c'est leur cotisation par rapport à la participation de l'employeur. Mais c'est une question que pourraient examiner les fiduciaires. Leonard, vous voulez ajouter?
Oui, cette question-là a été portée à l'attention du Conseil par un des fiduciaires récemment. Et ça fait partie de la liste des questions pour lesquelles il faut faire une certaine recherche. Alors, on est en train d'y regarder de plus près. C'est une demande intéressante, mais qui va quand même demander beaucoup de temps de recherche. Mais ça fait partie de notre plan de travail. Bon, si vous êtes en ligne, on vous encourage encore une fois à nous envoyer vos questions. Pour l'instant, il me reste 2 ou 3 questions. Alors, s'il n'y a rien d'autre, on pourra clore la réunion. So this one's for Eve. Alors, voici une question pour Yves. Pourquoi est-ce que les pensionnés ne reçoivent pas un ajustement pour le coût de la vie complet en 2017 et 2018? L'IPC était de 1,9 % et les augmentations étaient de 1,45 % uniquement. Il y a eu un ajustement, plein ajustement. Je ne sais pas d'où viennent ces chiffres de 1,9 % en fait. L'année dernière, si je regarde les numéros pour le mois de juin, comparé aux 2,5 % que je viens juste de soulever, c'était 1 % pour l'année dernière et la moyenne pour l'année entière était 1,45 %. Le 1,9 %, je ne sais pas d'où il vient, mais les calculs n'ont jamais été différents. On a toujours fait les calculs de la même façon et ce sont la moyenne de l'IPC pour chaque mois de l'année jusqu'au 30 juin et vous avez reçu une pleine augmentation pour le coût de la vie en 2017. Merci. Prochaine question pour Léonard. Dans l'annexe D, à la première page, ça dit que le Conseil a des systèmes de contrôle à l'interne pour assurer des assurances que des informations exactes soient disponibles, que les actifs soient protégés et que les ressources soient gérées de façon efficace. Quels sont ces systèmes de contrôle à l'interne? John, voulez-vous y répondre? Merci, Suzy. Il y a différents systèmes de contrôle. Plusieurs ont été soulevés dans la présentation de Léonard. Les politiques de financement, les politiques d'investissement sont deux documents très importants qui sont déposés chez le surintendant des pensions selon les lois. Et il y a également une entente d'administration et de gestion des investissements avec Vescor pour expliquer le service auquel on s'attend, les services qu'on veut. Et nous devons appliquer ces ententes. Nous avons également des ententes avec Morneau-Chapelle et ceci est surveillé de près également. Nous parlons de l'information financière vérifiée de Vescor. Il y a un vérificateur indépendant embauché par le groupe de fiduciaires, KPMG en l'occurrence, et par le comité responsable de l'audit de votre régime de pension. Ils utilisent ce vérificateur externe pour vérifier les états financiers, pour s'assurer qu'ils suivent bien et s'en tiennent aux principes de comptabilité généralement reconnus, par exemple. Et dernièrement, Vescor même a un document très détaillé avec des contrôles internes que nous utilisons, que nous partageons également avec les fiduciaires et les vérificateurs au fur et à mesure qu'ils procèdent à leur vérification pour s'assurer qu'eux puissent mettre ces contrôles à l'essai également. Robichaud, CCNB Bathurst. J'aimerais premièrement vous remercier d'être venu ce soir à Bathurst pour votre AGA. Ma question est concernant, c'est peut-être mon point de vue, mais si je pense un peu aux situations financières des maisonnées canadiennes, on parle d'un niveau d'endettement qui augmente annuellement de façon très élevée. C'est mon point de vue, mais je pense que si ça continue au même rythme, éventuellement, on peut se retrouver dans une crise financière semblable à celle qu'on a vue aux États-Unis 10 ans passés. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce que
est-ce que nos fonds sont protégés si jamais qu'une situation, une crise financière pourrait se produire ici au Canada? Merci. Who wants to take that one? John? Okay, John. So, La difficulté, c'est qu'il n'y a jamais deux crises financières qui sont pareilles, donc c'est difficile à calculer. Mais ce que je vous ai montré, j'espère, lorsqu'on a regardé les rendements et les rendements quand les marchés sont à la baisse et la diversification qui existe dans votre portefeuille nous donne un niveau de protection et de rassurance. Bien sûr, en cas de crise financière, oui, il y aurait un impact ressenti par les régimes, mais j'imagine que ce serait un impact moindre que ce que serait ressenti par d'autres régimes plus traditionnels qui avaient un plus grand niveau de risque. Et comme Yves l'a dit, il y a des tests stochastiques effectués chaque année pour s'assurer qu'il y a une probabilité de prestation et une probabilité d'ajustement pour le coût de la vie également, parce que ça donne une rassurance supplémentaire, parce que ça incorpore des scénarios qui incluent les scénarios des crises financières du passé, par exemple, dans ces analyses. Alors, ces portefeuilles sont conçus de façon à pouvoir donner un rendement supérieur dans ce genre de situation. Votre régime à risque partagé n'existe que depuis 4 ans, comme Léonard l'a dit, mais on a eu des période de volatilité depuis 4 ans et jusqu'à maintenant, le portefeuille réussit beaucoup mieux que d'autres portefeuilles plus traditionnels dans les moments les plus difficiles, qui nous donnent un certain niveau de réconfort, bien sûr, en sachant qu'on ne sait jamais quelle forme prendra une crise particulière. John, voilà une question un peu connexe. Qu'est-ce qu'on fait afin de réduire les risques en cas de chute des marchés? Mais ça dépend de la politique en question. Et nous avons des outils à l'interne qui nous permettent de regarder les risques associés à un portefeuille. Et au fur et à mesure que les marchés évoluent, on peut analyser ces risques et prendre des décisions éclairées. Si on pense qu'il faut réagir, on peut en parler aux fiduciaires par la suite. Alors oui, on a la capacité de le faire. Mais premièrement, c'est vraiment la construction, la structure même du portefeuille. Hi, Anne O'Brien. Anne O'Brien, retraitée récente. Vous avez comparé les coûts de l'administration avec d'autres gestionnaires du secteur privé. Serait-il pas préférable de le comparer à d'autres régimes de pension provinciaux? Oui, très bonne question. Et d'ailleurs, une chose qui est très utile pour nous, du côté de l'administration et du côté de l'investissement, c'est d'établir des points de référence et avoir des dialogues avec nos homologues dans d'autres provinces. Et en ce faisant, on a déterminé que nous sommes du côté inférieur de l'échelle, mais on n'est pas aussi rentable lorsqu'on se compare aux régimes beaucoup plus importants, tels le régime de l'Ontario, parce que bien sûr, les efficacités, les économies d'échelle sont tellement importantes là-bas qu'il est difficile de les rejoindre. Mais quand on se compare à d'autres régimes semblables, quant au nombre de participants, oui, on est aussi du côté un peu inférieur. Mais est-ce qu'il serait pertinent d'établir des partenariats avec des régimes de pension plus importants pour réduire les coûts et peut-être augmenter les taux de rendement? En fait, c'est ce que nous faisons dans le contexte du Nouveau-Brunswick. Par exemple, comme je l'ai dit, nous avons 9 groupes clients d'investissement. Alors, du côté, oui, des investissements, oui, on profite des efficacités. Du côté de l'administration, on aurait la capacité de le faire. Comme j'ai mentionné, on vise une amélioration du système d'administration qui nous permettra éventuellement de le faire. Alors oui, c'est quelque chose qui nous donnerait la capacité de continuer à grandir
à long terme. Mais si vous pensez à d'autres provinces, au niveau national, par exemple, il y a tellement de différences entre les régimes à travers le pays. Par exemple, chaque régime a ses différences quant au calcul des prestations, calcul des années de service. Ce n'est pas aussi facile, si vous voulez. Mais c'est quelque chose à quoi on peut songer, oui, à long terme. Pour l'instant, on essaie juste de le faire avec les régimes du secteur public ici dans la province et on a déjà atteint des économies d'échelle, comme je vous l'ai montré. Et si vous me permettez, dans certains cas, du côté des investissements, on établit des partenariats avec d'autres régimes, d'autres fonds, non seulement pour diminuer les coûts, mais pour profiter des occasions qui se présentent. Oui, moi, je parlais plus du côté des administrations, mais pour les investissements, oui, vous avez raison, Léonard. Oui, du côté des investissements, on a pu disperser les coûts de gestion à travers les différents groupes de clients, mais en plus, lorsqu'on envisage une plus grande participation dans l'immobilier ou dans d'autres groupes, comme Léonard l'a dit, on a bien réussi à devenir co-investisseur avec d'autres groupes de régimes de pension à travers le pays. Par exemple, vous avez peut-être lu à un moment donné que le Conseil d'investissement du régime de pension du Canada est le propriétaire de l'autoroute de péage de Toronto. Ils l'ont acheté, ils ont cherché des partenaires, des co-investisseurs. Nous, on était un. Alors, vous êtes investisseur dans l'autoroute de péage de la 417 en Ontario. Alors, oui, il faut... nous sommes intéressés dans ce sens-là pour atteindre ces économies d'échelle. Micro numéro 1. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Morin, je suis retraitée. Et vous avez dit au début qu'il y avait des actions judiciaires en cause, des actions contre vous. Et ma question, d'où viennent les frais juridiques pour Vestcor ou pour vous? Est-ce que ça va sortir des fonds de pension? Merci pour votre question. Nous avons engagé un avocat et les fonds vont pour payer l'avocat va sortir du fonds de pension. Et c'était afin de protéger le fonds de coûts encore plus importants que ces poursuites visent. Alors, parfois, il faut dépenser de l'argent pour ne pas en perdre davantage à l'avenir. Mais oui, ces sommes-là sortent des fonds. Alors, nos fonds de pension sont utilisés pour se battre contre les autres retraités. Non, plutôt votre fonds de pension. Une petite partie est utilisée pour embaucher un avocat pour s'assurer qu'on protège les intérêts de ce régime ou pour empêcher quelqu'un aller en cours, mais quelqu'un qui dit « Ah bon, si la province ne paye pas ces coûts-là, nous, on veut que le régime, le fonds de pension paye les coûts. » Alors, nous, on a embauché un avocat pour protéger ce régime. Et est-ce que ceci est reflété dans le rapport annuel ou dans les états financiers? Oui. Oui, dans l'état financier. Alors, c'est indiqué sous frais juridiques, c'est ça? Oui, je pense que oui. Je peux me renseigner pour vous donner les détails exacts avant de partir ce soir. À la page 25. Yves, une autre question. C'est beau de voir que ce régime réussit bien, contrairement à ce qu'on avait expliqué livré aux employés en 2013 et 2015, lorsqu'on a décidé de changer l'âge de retraite de 60 à 65 ans avec une pénalité de 5 % par année avant 65 ans. Pourquoi est-ce que ce 5 %, cette réduction ne peut pas être réduit ou annulé? Pourquoi est-ce qu'un âge de retraite de 65 ans ne soit pas revu à la baisse? Merci. Merci, Suzy. Oui, c'est une bonne question.
réduire ou éliminer le 5% permettrait aux gens de prendre leur retraite plus tôt, qui réduirait les coûts du régime de pension. C'est une des choses que les fiduciaires ne peuvent pas faire en vertu de la politique de financement. Et on a parlé de cette politique de financement plusieurs fois ce soir. Il s'agit d'un document qui dit au conseil de fiduciaire ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire ou ce qu'il doit faire. Si le régime est en position excédentaire, telle qu'actuellement, les partis qui ont créé le régime ont décidé que, premièrement, on doit offrir une indexation. Et voilà pourquoi on offre de l'indexation au lieu de changer les autres prestations. Et on ne dit pas que c'est impossible à l'avenir, mais le statut financier, la situation financière du régime à ce moment-ci est telle que le conseil de fiduciaire pourrait envisager ce niveau d'avantage. Premièrement, lorsque on est à 129% aujourd'hui, il faudrait qu'on dépasse les 140% avant qu'on puisse envisager des réductions aux contributions. Mais non, plutôt on réduirait les contributions aux employeurs et aux membres participants. Et ensuite, si le régime se trouvait encore en bonne situation financière, à ce moment-là, il faut créer une réserve pour assurer l'indexation à l'avenir. Et ensuite, le conseil des fiduciaires pourrait recommander des modifications aux partis, la province, les syndicats, afin d'envisager des modifications aux prestations. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourrait envisager ces modifications. Mais on n'est pas rendu là encore. On n'est qu'à 129% et le ratio de provisionnement devrait être au-delà de 140% avant que ceci soit considéré par les fiduciaires. Et est-ce que vous aurez un enregistrement de cette séance sur le site Web? Je peux vous répondre moi-même. Oui, d'ici la semaine prochaine, sur le site Web de VESCOR, vous allez trouver l'enregistrement. Ce sera l'adresse VESCOR, vestcor.org, /NBP-SPP. Et en français, c'est VESCOR, VESTCOR. ORG, /RRSPNB. Yves. Une dernière question, Yves. Comment est-ce qu'on traite les excédents dans les prestations, dans les régimes de pension avant et après 2014? Les excédents qui sont générés dans le régime après 2014 demeurent dans le régime et demeurent aux participants, aux membres. Ce sont ces excédents qui permettent l'indexation. Personne ne peut reprendre ces excédents. Ils deviennent des actifs du régime même. Avant 2014, s'il y avait des excédents, ils pouvaient y rester. On aurait pu réduire les contributions de la province afin de diminuer ces excédents dans le temps, mais ce n'est plus le cas. Les excédents maintenant reviennent aux membres et les réductions de contributions seront à un niveau provisionné beaucoup plus élevé. Ce n'est pas que les membres, mais également les employeurs aussi auront une réduction de leur contribution le cas échéant. Alors voilà, grosso modo, juste pour résumer. Merci, Yves. Conclure notre séance de questions-réponses pour ce soir. Veuillez noter que si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser ce soir, vous pouvez toujours le faire par courriel ou par la poste. De plus, les membres du conseil resteront ici pour un certain temps après la fin de la rencontre, au cas où vous voudriez discuter des choses avec eux autres. Avant de partir, je vous demanderai de prendre quelques instants pour répondre au formulaire de rétroaction que vous devriez avoir reçu à votre arrivée ce soir. Puis, si vous nous surveillez en ligne, le formulaire vous sera envoyé par courriel demain. Sachez que votre rétroaction à l'aide de ce bref questionnaire a beaucoup d'importance pour nous. Finalement, au nom du Conseil des fiduciaires, je vais vous remercier de votre participation ce soir, que ce soit ici en personne à Bathurst ou par l'entremise de la web diffusion. Je souhaite également remercier ceux qui ont présenté et se sont joints à nous ce soir, ainsi que l'équipe de VESCOR qui est assise en arrière, à la table d'en arrière, qui s'est occupée d'organiser la rencontre. This concludes our fourth. Et voici qui termine notre 4e réunion générale annuelle
Merci. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. Bon voyage de retour et bonne soirée.